Alors, donc moi, je vais vous parler du pair opératoire. Je vous ai remis la définition de l'ARAC. Évidemment, on ne va pas tout faire, ce n'était pas le sujet du jour, mais j'ai sorti les points qui me semblaient importants pour pouvoir effectivement discuter du sujet que je vous présente. La première, c'est que donc, l'ARAC, c'est l'association d'une réflexion à la fois organisationnelle, on en a eu un exemple précédemment avec Frédéric, et puis une réflexion médicale, et ça c'est important, qui repose sur la médecine factuelle. La médecine factuelle n'a pas été développée pour faire de l'ARAC. Quand les chirurgiens ont développé la célioscopie, ce n'était pas pour faire de l'ARAC. Quand on a développé le jeûne limité à la fin des années 90-2000, ce n'était pas pour l'ARAC, mais c'était pour effectivement améliorer la prise en charge médicale. Donc l'idée là, c'est effectivement d'aller rechercher tous les éléments qu'on va pouvoir valider, tous les items qui ont été validés d'une façon ou d'une autre par la médecine factuelle. L'autre chose, ça a déjà été évoqué précédemment, c'est le travail d'équipe. Donc je vous ai mis la roue qu'on voit un peu partout. Alors, j'ai pas mis le patient au centre de la procédure parce qu'en fait, je pense que c'est plus pertinent de le mettre dans la roue et de considérer que c'est la pathologie qu'on met au centre de la procédure, c'est-à-dire la prothèse de hanche ou la prothèse de genou, ce qui permet d'avoir une approche un peu plus industrielle des choses parce que est tout organisé autour de ça, quoi. Et donc, d'autre part, un autre élément qui est important, c'est une notion qui est chère à Karen Slim, c'est de passer de la notion d'équipe d'experts que nous étions avant, parce que nous sommes des experts, c'est pas parce qu'on fait de l'ARAC qu'on va changer notre niveau de compétence. Notre niveau de compétence, il est ce qu'il est à un moment donné, il reste. Après, il peut bien sûr évoluer, mais on est toujours d'experts avant ou après. Mais simplement, notre expertise, on va la mettre en commun, toujours pareil, autour de cette table, pour devenir une équipe d'experts. L'exemple qu'on prend tous classiquement, c'est l'exemple d'une équipe de foot. Ce n'est pas forcément parce que vous avez pris les meilleurs joueurs que vous allez avoir la meilleure équipe, mais il va falloir prendre des experts, des joueurs experts, et puis qui s'entendent entre eux. Et parfois, on l'a bien vu dans des anciennes sélections, on ne prend pas forcément le meilleur joueur parce qu'on n'est pas sûr qu'il va pouvoir effectivement parfaitement s'intégrer à l'équipe. Bon, nous, on n'a pas le choix, il faut faire avec ce qu'on a. Mais en tout cas, c'est important, cette notion de mettre en commun nos compétences et surtout de reconnaître la compétence des uns et des autres. Donc voilà, ici, j'aurais pu m'arrêter à cette diapositive qui est les différents items. Alors, j'avais le pair opératoire, mais c'est vrai que dans le pair opératoire, on peut intégrer la notion de prémédication, de jeûne limité, et le post-opératoire, la notion d'analgésie multimodale. Tout ça sont des éléments. Vous avez chaque petit rond correspond au rôle de chacun, chirurgien, anesthésiste et personnel paramédical. Il y a des choses qui sont communes à tous, il y en a d'autres qui sont plus sélectives, comme ici par exemple l'immunonutrition ou la réflexion sur les apports liquidiens péropératoires. Et puis, je vous ai mis l'exemple de l'arthroplastie. Là aussi, vous avez des choses communes, la prémédication non systématique, le jeûne limité, et puis des choses plus spécifiques comme l'acide tranexamique, l'utilisation, le choix de ne pas mettre de garrot, et puis surtout l'importance de l'hémostase, on en reparlera un petit peu plus loin. Mais tous ces items, ils n'ont pas forcément le même poids. Et là, je vous ai mis, c'est une analyse de la base de données GRASS sur 4000 prothèses de hanches et de genoux. Et on a regardé, on a fait une analyse multivariée. Alors, c'est une analyse multivariée, c'est parce que c'est significatif, il y a forcément une relation de cause à effet. Mais ça permet de voir, effectivement, là, on vous a mis des items, ça va de 10-13, de 10-2 jusqu'à 10-13, 10-15, 10-16. Donc, c'est évident. Là qu'il va falloir être extrêmement vigilant en fonction du poids de ces items et les mettre de façon d'autant plus importante qu'ils ont un poids ou un rôle important. Alors, comment on fait? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est de plus en plus simple. Là, je vous ai mis les différentes recommandations qu'on peut avoir notamment chez nous. Vous avez avec les 3 recommandations de l'ASFAR sur l'orthopédie, la chirurgie thoracique pulmonaire et puis la chirurgie colique, l'association d'urologie qui a sorti sur la cystectomie, qui est en train de travailler sur la prostatectomie. Vous avez GRASS aussi qui propose des outils extrêmement utiles pour mettre en place. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir choisir, c'est-à-dire quels sont les items qu'on va mettre en place et comment les choisir et surtout comment effectivement les mettre en place. Alors, pour illustrer ça, je vous ai pris 2 exemples. Alors oui, juste un point avant de passer aux exemples, c'est simplement pour vous rappeler que vous avez mis en place des systèmes tous ces items à un moment donné, ce n'est pas fixe dans le temps. Et on sait maintenant, et ça a été montré par plusieurs papiers, dont celui que je vous mets ici, la durée de vie d'une recommandation, globalement, c'est 5 ans.
Ça veut dire qu'il faut les revoir régulièrement, et ça c'est important. Pour illustrer ça, je vous ai mis le papier Princeps de Kellett, vous voyez, qui a été fait en 95, qui avait fait la colectomie, et vous voyez que c'était des colectomies réalisées sous laparoscopie, et il y avait des péridurales. Maintenant, on sait que la péridurale, en tout cas de façon systématique, n'est pas forcément une bonne indication dans ce contexte-là. Donc nos connaissances, il va falloir les réactualiser de façon régulière. Ça, je dirais que c'est le boulot des sociétés savantes, et de faire ces réactualisations, mais nous aussi d'aller chercher l'information pour réadapter nos pratiques en périopératoire, c'est fondamental. Alors, un premier exemple, l'ALR. Alors j'ai choisi l'orthopédie, j'aurais pu en prendre d'autres, on pourra en discuter après. L'exemple de l'arthroplastie de hanche, par exemple, quand on prend la littérature, il n'y a pas d'intérêt démontré de façon formelle actuellement, dans les recours qu'on a sortis en fin d'année dernière, on a dit on ne peut pas conclure sur la place de l'ALR pour la hanche. On sait que les blocs fémoraux ou de blocs lombaires n'ont pas ou peu d'effet. Les infiltrations, c'est très aléatoire. Mais peut-être que dans 1 an ou 2 ans, je vous ai mis l'exemple du PENG block, qui est très pertinent sur le plan anatomique, et peut-être qu'on va avoir une belle étude qui va montrer, prospective, qu'effectivement, on peut diminuer de 30% la consommation d'opioïdes en faisant ça. Donc voilà, on va attendre. Donc là, ça sera quelque chose qu'il faudra peut-être mettre en place si on démontre l'intérêt. À l'opposé, je dirais, on a l'arthroplastie de genou. Alors l'arthroplastie de genou, c'est l'inverse. On a beaucoup de data qui montrent qu'effectivement, c'est intéressant et c'est efficace. Mais alors le problème, c'est qu'on a trop de techniques. Et comment on choisit ? Et puis vous allez, en fonction de chacun, qui va vous présenter en disant moi je fais des blocs du canal des adducteurs, ça marche bien, il n'y a plus besoin de bloc fémoral, j'ai arrêté de mettre un cathéter parce que ça ne sert à rien, etc. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Là, je vous ai mis 3 exemples. De gauche à droite, vous avez chez nous, nous c'est une infiltration simple. Cette femme, elle marche 6 heures après son intervention. Au centre, c'est l'équipe de Colmar. C'est une prothèse de genou qui marche, voyez, qui fait du vélo le jour même, avant de sa sortie. Et donc là, c'est un canal des adducteurs en continu avec une infiltration. Et puis complètement à droite, c'est l'équipe de Marseille, de la clinique Juge. Et eux, ils ont fait un bloc fémoral continu. Et vous avez le patient à domicile. Donc vous voyez, 3 protocoles, il n'y a pas de gold standard. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait parfaitement et bien contrôlé la douleur. Parce qu'on sait effectivement qu'un patient sur 4, 20% des patients vont avoir une douleur chronique. Et qu'il y a une corrélation extrêmement importante, très puissante, entre la douleur aiguë dans les premières heures, voire les premiers jours, et les risques de chronicisation. Donc la vraie question, elle est là. Et il faut qu'on mette en place, en tenant compte avec qui on travaille, de nos chirurgiens, des patients qu'on peut avoir, et adapter effectivement la procédure. Et puis, je dirais que c'est plutôt de la chance qu'on a une boîte à outils extrêmement bien garnie et qui nous permet de choisir et de s'adapter à nos pratiques et au contexte dans lequel on se trouve. Alors, deuxième exemple, la chirurgie. Alors la chirurgie, finalement, en termes de technique chirurgicale, en dehors de la laparoscopie, on a montré qu'il y avait un réel bénéfice par rapport à la laparotomie. Par exemple, pour la chirurgie orthopédique, entre une voie antérieure, une voie latérale, une voie postérieure pour une chirurgie de hanche, et pareil pour le genou, on n'a pas montré qu'une technique était plus efficace qu'une autre. Mais par contre, ce qu'on peut faire évoluer, et là, c'est la façon de réaliser l'intervention. Je vous ai mis ce petit dessin parce que je me souviens bien, il y a 20 ans, quand on discutait, on parlait de nos chirurgiens et c'était celui qui aurait la durée la plus courte. 30 minutes pour une prothèse de hanche, formidable, vous voyez, c'est super, il est bon, il a fait en 30 minutes. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'on pouvait transfuser et qu'est-ce que nos patients pouvaient avoir mal ? Maintenant, les chirurgiens, il faut qu'ils prennent de plus en plus, et les jeunes générations le voient bien, maintenant on transfuse, nous, de moins en moins, ils prennent plus de temps à faire leur anastomose, à essayer de réduire les temps de garrot, voire les supprimer, de ne pas utiliser de drain, de faire des pansements compressifs, encore une fois, une hémostase soigneuse, et qui nous permettent de passer de techniques où on avait besoin de faire des blocs fémorales associés à un bloc du nerf sciatique ou de l'obturateur, à des techniques moins puissantes, comme une infiltration ou un bloc au canal des adducteurs, peut-être moins puissantes, mais qui restent efficaces et qui vont permettre de mobiliser le patient plus rapidement. Mais on a tous eu, et moi j'ai eu souvent des anesthésistes qui m'ont dit, mon chirurgien il veut qu'on fasse de la RAC, il m'a dit on commence par pas faire de bloc fémoral parce qu'on ne peut pas faire de RAC avec le bloc fémoral. Donc je vous ai montré que c'était d'ailleurs pas vrai. Mais en l'occurrence, on prend le problème à l'envers. Il faut commencer par faire en sorte que la chirurgie soit la moins invasive possible et on va adapter nos pratiques. Donc ça, c'était essentiellement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ai mis quelques points clés qui me semblaient évidents. Mettre en place en priorité ce qui est démontré.
Vous avez les recos des sociétés savantes, vous avez tous les datas pour faire ça, et ça, je pense que c'est vraiment important. On n'a aucune excuse, tout est mis en place, mais je dirais que c'est un petit peu comme M. Jourdain, quand on regarde bien, sur les vingtaines d'items qu'il peut y avoir pour chaque type d'intervention, il y en a déjà probablement la moitié qu'on fait déjà. Donc il faut simplement, encore une fois, se remettre autour de la table et réfléchir à comment on va pouvoir passer progressivement. Ouais, tu veux continuer à mettre un garrot, d'accord, tu continues à mettre le garrot, mais peut-être que ton garrot, quand tu as mis tes implants, tu le dégonfles et tu prends 10 minutes pour faire une bonne hémostase. Enfin voilà, bref, tout ça, c'est des discussions qu'on doit avoir tous ensemble. Et puis les connaissances, elles évoluent, ça c'est une notion qui est importante, et on doit perpétuellement se maintenir au courant, et on ne peut pas faire la médecine qu'on faisait quand on est sorti de la faculté, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est pas possible, les choses évoluent, on doit changer nos pratiques, adapter nos pratiques. Une autre dimension qui est importante, c'est que chacun doit être dans son rôle, c'est vraiment fondamental. Il ne viendrait à aucun d'entre nous d'aller discuter de la voie d'abord de la chirurgie aux chirurgiens. Par contre, ce qui se permet de nous dire, non, là, il ne faut pas que tu fasses de morphine, parce que ça, c'est pas bien, ou que tu ne fasses pas un bloc fémoral. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est au bout du compte, nous qui devons dire, voilà, c'est ça, et on va choisir, on va en discuter ensemble. Pareil, quand on parlait du J0 précédemment, quand le brancardier dit non, ça ne va pas être possible, il faut écouter le brancardier quand il vous dit que ça, c'est pas possible. Parce qu'il a sa compétence, donc il faut que chacun soit dans son rôle, et puis bien sûr, et on met ça en place et on en discute. Et puis, il y a aussi, c'était le dernier point que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai plusieurs chirurgiens qui m'ont dit « Ah, la RAC, c'est l'anesthésie ». Non, la RAC, c'est tout le monde. Je vous ai montré précédemment. Il faut aussi qu'ils modifient, qu'ils adaptent leur pratique. Et nous, on suit derrière pour s'adapter à ce qu'ils font et au progrès qu'ils peuvent faire. Donc voilà, j'avais juste mis cette maxime de Bertrand Russell pour vous rappeler qu'effectivement, la vérité scientifique, elle n'est pas immuable et qu'elle évolue, contrairement à la vérité religieuse, mais encore en sachant que peut-être qu'on pourrait regretter ça, mais ça, c'est un avis personnel. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation très, très vaste. On voit bien que ça couvre énormément de sujets. Est-ce que toutes ces recommandations sur la RAC peuvent s'appliquer à tout le monde ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, alors, autant pour l'ambulatoire, il y a des contre-indications, mais là, je pique un peu la maxime de Thomas Lanz, mais effectivement, il y a des contre-indications à l'ambulatoire, mais il n'y en a absolument aucune à la RAC. Je dirais que c'est même l'inverse, c'est-à-dire que plus l'intervention est lourde, plus le patient est âgé, fatigué avec des comorbidités, et plus il va bénéficier de la RAC et de ce type d'approche. Et on a un très beau papier qui a été fait par l'équipe de Pitié-Salpêtrière sur les greffes hépatiques et qui montre qu'avec une approche de ce type-là, avec quasiment les mêmes mesures qu'on pourrait appliquer pour la colectomie, ils ont divisé par 2 les temps de présence en réanimation et divisé par 2 la durée globale d'hospitalisation. Donc oui, bien sûr, et normalement, on ne devrait plus avoir que des parcours RAC, entre guillemets. C'est pour ça que on milite un petit peu pour peut-être abandonner les termes de RAC ou d'ambulatoire, mais pour parler de parcours optimisé. Et on réfléchit parcours par parcours, quelle va être la meilleure façon de prendre en charge le patient. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une dimension importante. Moi, j'ai une question pour toi, Laurent. C'est que tu nous as montré qu'il y a beaucoup d'effectivement de protocoles ou de procédures qu'on peut aller chercher pour pouvoir implémenter ces parcours d'optimisation. Et je suis d'accord avec toi, il faut arrêter de parler et puis de segmenter l'ambulatoire, la RAC, l'hospitalisation conventionnelle. Le problème, c'est qu'on a peu d'outils à l'heure actuelle pour auditer ou pour évaluer nos pratiques. Et ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est qu'on les met en place, mais après, pour pouvoir les faire évoluer, il faut les auditer ou en tout cas trouver des marqueurs, des indices qui vont nous permettre après d'améliorer encore nos pratiques. Alors comment on fait pour avoir ces indices ou ces après, il y a des indices assez simples. On a la durée moyenne de séjour, qui est un marqueur, qui en tout cas pas un objectif. Donc je le redis, ça c'est fondamental. Les réhospitalisations, ou les primaires ou secondaires, pareil que pour l'ambulatoire. Et puis effectivement, un certain nombre de complications, je dirais marqueurs, ça peut être les complications, ça peut aller l'importance des nausées, vomissements, la douleur au domicile. Tu vas en reparler, mais ça, je pense que c'est un élément important. Et encore une fois, il ne peut pas y avoir de standard. Il faut que chaque équipe, effectivement, évalue ses propres pratiques et les faire évoluer parce qu'il y a des choses qui vont être adaptées chez moi, mais qui ne seront pas forcément chez toi ou dans un autre système, un autre système hospitalier. Et ça, je pense que cette évaluation individuelle, d'équipe par équipe, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, et puis qu'elle puisse évoluer au cours du temps. Mais les marqueurs, ils ne sont pas très compliqués, on les a les marqueurs. Il faut juste les regarder. Mais on n'a pas un outil, tu nous parlais de grâce, on n'a pas un outil qui nous permettrait de dire, voilà,
on va avoir demain, rapidement, en rentrant tous nos patients sur je ne sais pas quel type de logiciel, des marqueurs qui vont tomber, qui vont nous permettre d'évoluer. Tu peux le faire. Alors, effectivement, tu peux le faire avec Grasse. Puisque donc il y a la base de données Grasse, une fois que tu es inscrit, tu rentres les patients dedans et tu peux voir effectivement où tu te situes par rapport aux autres équipes. Et qui va te donner effectivement ta DMS moyenne, effectivement ton taux de complication et que tu peux comparer aux autres équipes. Donc là, oui, c'est un outil qui peut être ça. Mais je pense qu'encore une fois, sur quelques marqueurs très simples, on peut suivre son évolution et puis voir comment ça fonctionne, quoi. Très bien, merci Laurent.